Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Pas comme un murmure volé à travers une porte entr'ouverte, mais dit clairement, à ma propre table, par-dessus le bœuf bourguignon que j'avais passé la matinée à préparer. P. Papy, tes meubles anciens sont sombres et tristes. P. La voix appartenait à Sophie, ma belle-fille. Elle a prononcé ces mots avec une légèreté désinvolte, comme si elle commentait la météo. Une observation, pas une insulte. Mais le froid qui m'a envahi n'avait rien de météorologique. C'était un gel interne, un gel qui a commencé dans ma poitrine et s'est étendu jusqu'au bout de mes doigts. P. J'ai regardé ma table. Le chêne massif, si sombre et si triste, avait été l'arbre que mon grand-père avait abattu et fait sécher pendant 10 ans. Mon père en avait fait cette table. J'y avais fait mes devoirs d'enfant. J'y avais demandé la main de Marie, ma femme. Nos enfants, Philippe et sa sœur, y avaient renversé du lait et gravé des initiales secrètes. Chaque marque, chaque éraflure était un paragraphe de notre histoire. P. Philippe, mon fils, a hoché la tête en accord, la bouche pleine de ma cuisine. Elle a raison, papa. On pourrait tout éclaircir. Un bon coup de peinture blanche, des meubles suédois. Ça te donnerait plus de lumière. P. Plus de lumière. P. Il parlait de ma maison comme si c'était un simple espace à optimiser. Un problème à résoudre. Il ne voyait pas les strates de vie, les fantômes heureux qui s'asseyaient encore avec moi. Il ne voyait qu'une surface sombre qui absorbait la lumière, un style démodé qui ne correspondait pas à leur catalogue brillant. P. Je n'ai rien dit. J'ai continué à manger. Le ragoût, si riche et parfumé quelques minutes auparavant, avait maintenant le goût de la cendre. Je sentais leur regard sur moi, attendant une réponse. Une protestation, peut-être. Une justification. Ou, mieux encore, un accord docile. P. J'ai posé ma fourchette. Le son du métal contre la faïence a semblé anormalement fort dans le silence qui s'était installé. Mes mains, posées à plat sur la table, ne tremblaient pas. Pas encore. J'ai senti le grain du bois sous mes paumes, une texture familière et rassurante. C'était réel. Le bois était réel. Leurs mots flottaient dans l'air, immatériels et pourtant si lourds. P. On pense à ton bien, papy, a ajouté Sophie, d'un ton faussement doux. C'est toujours pour mon bien. Tout ce qu'il suggère, tout ce qu'il décide à ma place, c'est toujours pour mon bien. P. J'ai hoché la tête lentement, un mouvement à peine perceptible. Je les ai regardés, mon fils et sa femme, assis à la table de mon père, dans la maison que j'avais construite avec Marie. Ils étaient venus pour le déjeuner dominical, un rituel. Un rituel qui, je le comprenais maintenant, n'était plus qu'une habitude pour eux. Une case à cocher dans leur semaine bien remplie. P. L'incident déclencheur. C'est drôle comme les grands tournants de la vie ne sont pas toujours des tremblements de terre. Parfois, ce n'est qu'une phrase. Une phrase prononcée sans réfléchir, qui brise quelque chose de vieux et de fragile à l'intérieur. Ce jour-là, ce n'est pas seulement ma vaisselle qui a semblé vieille et démodée. C'est moi qui me suis senti comme un meuble sombre et triste, bon à être repeint ou, mieux encore, remplacé par quelque chose de plus simple, de plus fonctionnel, de moins encombrant. P. Ils sont partis peu après, emportant des restes de mon bœuf bourguignon dans des boîtes en plastique. La porte s'est refermée derrière eux, et le silence est retombé sur la maison. Mais ce n'était plus le même silence. Avant, c'était un silence paisible, rempli de souvenirs. Maintenant, il était vide. Froid. P. Je suis resté assis à la table pendant 1 heure, peut-être plus. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres, dessinant des rectangles de lumière sur le sol. Il illuminait les particules de poussière qui dansaient dans l'air. Il illuminait aussi les défauts du bois, les marques du temps. La lumière qu'il voulait en faire entrer. Mais il ne comprenait pas que pour apprécier la lumière, il faut aussi connaître l'ombre. P. Le tic-tac de l'horloge comptoise dans le couloir rythmait mes pensées. C'était un autre de ces meubles sombres et tristes. Elle appartenait à la mère de Marie. Son balancier avait marqué les heures de nos vies. Les naissances, les décès, les anniversaires, les nuits d'attente et les matins de joie. P. Le sentiment de blessure était là, profond et lancinant. Mais en dessous, autre chose commençait à prendre forme. Pas de la colère. La colère est une émotion chaude, bruyante. C'était quelque chose de froid, de calme, une sorte de clarté.
comme si la poussière dans la pièce s'était soudainement déposée et que je pouvais voir les choses telles qu'elles étaient réellement. P. J'étais devenu un gardien. Un conservateur de musée dont la collection n'intéressait plus personne. Pire, j'étais devenu un objet parmi les autres. Une antiquité à gérer. P. Je me suis levé. Mes genoux ont craqué. J'ai marché lentement jusqu'à mon petit bureau, un secrétaire à cylindre que Sophie avait un jour qualifié de monstrueux. J'ai sorti une feuille de papier vierge et mon vieux stylo plume. L'encre était d'un bleu nuit profond. P. Je n'ai pas écrit de lettres pleines de reproches. Je n'ai pas rédigé de testament rageur. J'ai simplement fait une liste. P. Le premier mot que j'ai écrit était « notaire ». Le deuxième « banque ». Le troisième « château de la Rochette ». P. Ce n'était pas un plan de vengeance. C'était un plan de préservation. Pas seulement pour les meubles. Pour moi. C'était une décision. Un alignement. Le moment où l'endurance passive s'est transformée en action délibérée. J'ai regardé la liste. Le poids dans ma poitrine a commencé à s'alléger, remplacé par une résolution tranquille. P. Le lendemain matin, le téléphone a sonné. Je n'ai pas eu besoin de regarder l'afficheur pour savoir que c'était le notaire. Maître Dubois. Un homme plus jeune que moi, mais avec des yeux qui semblaient avoir vu beaucoup de drames familiaux se jouer dans le silence feutré de son bureau. P. Jean-Pierre, sa voix était professionnelle, mais pas dénuée de chaleur. J'ai reçu votre message. Vous vouliez me voir en urgence? P. Oui, monsieur Dubois. Dès que possible. P. Son bureau sentait le papier ancien et le café fort. Il n'y avait rien de personnel sur les murs, seulement des diplômes encadrés et une lithographie abstraite sans âme. C'était un lieu de transaction, pas d'émotion. C'est exactement ce dont j'avais besoin. P. Je lui ai expliqué ce que je voulais faire. Changer mon testament. Révoquer la procuration que j'avais donnée à Philippe des années auparavant, au cas où. Je n'ai pas donné de détails sur le déjeuner de dimanche. Je n'ai pas parlé de meubles sombres et tristes. J'ai simplement dit que je souhaitais réorganiser mes affaires pour qu'elles reflètent mieux mes volontés actuelles. P. Il a écouté sans m'interrompre, prenant des notes sur un bloc-notes jaune. Il n'a montré aucune surprise. Il a simplement hoché la tête. C'est votre droit le plus strict, Jean-Pierre. Nous allons préparer les documents. P. En sortant de son bureau, je me sentais plus léger. C'était la première étape. Le premier fil coupé. P. La deuxième étape m'a mené à la banque, sur la place du village. C'était la même banque où mes parents avaient ouvert mon premier compte d'épargne. La directrice, Madame Girard, me connaissait depuis des années. P. Jean-Pierre. Quel plaisir de vous voir. Un café? P. Non merci, Hélène. Je suis là pour affaires. P. Je lui ai demandé de fermer le compte joint que j'avais avec Philippe. Celui sur lequel je versais de l'argent de temps en temps, pour les aider avec les enfants, pour les vacances. Je lui ai demandé de transférer le solde sur mon compte personnel. Puis, je lui ai demandé de retirer son accès à mon coffre-fort. P. Cette fois, j'ai vu une lueur de surprise dans ses yeux. Mais elle était trop professionnelle pour poser des questions. Elle a tapé sur son clavier, imprimé des formulaires. J'ai signé là où elle me l'indiquait. La plume du stylo crissait sur le papier. Chaque signature était un acte de réappropriation. P. Tout est en ordre, Jean-Pierre, m'a-t-elle dit en me raccompagnant à la porte. Il y avait une question non posée dans son regard. Je lui ai juste souri. P. De retour à la maison, le silence semblait encore différent. Il n'était plus vide. Il était rempli de potentiel. De mon potentiel. P. Je me suis attaqué aux actes symboliques. Dans le garage, il y avait une vieille caisse à outils que j'avais assemblée pour Philippe quand il avait acheté sa première maison. Elle était remplie d'outils que j'avais collectionnés pour lui. Le marteau de mon père, mes meilleures clés à molette, un jeu de tournevis presque neuf. Il ne l'avait jamais vraiment utilisé. C'était moi qui venais faire les réparations chez lui. P. J'ai vidé la caisse, un outil après l'autre. Je les ai nettoyés avec un chiffon huilé. J'ai senti le poids familier de l'acier dans ma main. Ce n'étaient pas de simples objets. C'étaient des extensions de ma volonté, des instruments pour construire, réparer, maintenir.
Je les ai rangés soigneusement sur mon propre établi. La caisse en bois, vide, je l'ai mise près de la cheminée pour en faire du petit bois. P, Ensuite, je suis retourné dans le salon. Sur la cheminée, il y avait une photo encadrée de nous tous, prise au dernier Noël. Sophie souriait à l'objectif, Philippe avait un bras autour de mes épaules, les enfants faisaient des grimaces. Un portrait de famille heureuse. Je l'ai regardé longuement. Puis, je l'ai pris, je l'ai sorti de son cadre, je l'ai plié soigneusement en 4 et je l'ai glissé dans le tiroir du bas du secrétaire monstrueux. Je n'ai pas retourné la photo face contre terre. C'était trop théâtral. Je l'ai simplement rangé. L'espace vide sur la cheminée était comme une page blanche. P, Le changement le plus important s'est produit le lendemain. J'ai appelé un serrurier. Un jeune homme avec des tatouages sur les bras est arrivé dans une camionnette blanche. P, C'est pour un changement de serrure? Vous avez perdu vos clés? P, Non, ai-je répondu. Je veux juste de nouvelles clés. Des clés que je serai le seul à avoir. P. Il a travaillé rapidement et efficacement. Le bruit de la perceuse a brièvement brisé la tranquillité de la maison. Quand il a eu fini, il m'a tendu un jeu de 3 clés neuves, brillantes. P, Voilà, monsieur. Personne ne peut entrer sans ça maintenant. P, J'ai pris les clés. Elles étaient froides et légères dans ma main. Le poids que je sentais n'était pas celui du métal, mais celui de la décision qu'elle représentait. J'avais repris le contrôle de mon seuil. P, Quelques jours ont passé. Le téléphone est resté silencieux. Je savais que le calme ne durerait pas. Il a été brisé un mercredi après-midi. Un appel de Philippe. P, Papa, j'essaie d'utiliser la carte du compte joint pour l'essence, mais elle est refusée. Il y a un problème? P, Sa voix n'était pas inquiète. Elle était agacée. Comme si j'étais un service public qui fonctionnait mal. P, Non, Philippe. Il n'y a pas de problème. P, J'ai laissé un silence s'installer. Je l'ai entendu respirer à l'autre bout du fil, attendant une explication. Je n'en ai donné aucune. P, Mais, pourquoi elle ne marche pas? Il n'y a plus d'argent dessus? P, Le compte est fermé, ai-je dit, d'un ton neutre. P, Firm, pourquoi tu as fait ça? Comment je suis censé? On comptait dessus pour les courses cette semaine. P, J'ai écouté la panique monter dans sa voix. La panique de quelqu'un dont on a coupé une ressource pratique, pas la préoccupation d'un fils pour son père. P, Tu devras te débrouiller, ai-je répondu calmement. Puis, avant qu'il ne puisse protester davantage, j'ai ajouté « Je dois y aller, Philippe. Au revoir. » P, J'ai raccroché. Mon cœur battait un peu plus vite. C'était la première confrontation, même si elle était indirecte. P, Les messages ont commencé à arriver. D'abord des SMS de Philippe, confus et exigeants. Puis un message vocal de Sophie. Sa voix était mielleuse, empreinte d'une inquiétude feinte. P, Jean-Pierre, on est inquiet. Philippe m'a dit pour le compte. Est-ce que tout va bien? Tu ne nous as rien dit. On aurait pu t'aider si tu avais des soucis financiers. Appelle-nous, s'il te plaît. P, J'ai écouté le message jusqu'au bout. L'ironie était presque comique. Il pensait que j'avais des problèmes. Il ne pouvait pas imaginer une seule seconde que la décision venait de moi, pour moi. J'ai supprimé le message. Non répondu. Supprimé. P, Les appels sont devenus plus fréquents. Je les laissais aller sur le répondeur. Chaque message était une fenêtre sur leur incompréhension. P, Papa, c'est moi. Encore. C'est à propos du commentaire de Sophie sur les meubles? Si c'est ça, elle est désolée. C'était maladroit. Tu ne vas pas nous faire la tête pour ça, quand même. C'est ridicule. P, Ridicule. Ma décision de reprendre le contrôle de ma propre vie était ridicule. P, Le message suivant, quelques heures plus tard, venait de Sophie. Le ton avait changé. La fausse inquiétude avait disparu, remplacée par une exaspération à peine voilée. P, Écoute, Jean-Pierre, ce petit jeu a assez duré. Si tu veux attirer l'attention, il y a d'autres moyens. Se comporter comme un enfant et nous couper les vivres, c'est bas. On a des enfants à nourrir, au cas où tu aurais oublié. P,
J'ai souri tristement. Ils ne voyaient toujours pas. Ils interprétaient mes actions à travers le prisme de leur propre vision du monde, où tout est transaction, manipulation ou caprice. L'idée que je puisse agir par principe, pour ma propre dignité, leur était complètement étrangère. P, Chaque message non retourné, chaque appel ignoré, renforçait ma résolution. Leur réaction était la preuve ultime que j'avais pris la bonne décision. Mon silence n'était pas une punition. C'était une conséquence. C'était le miroir que je leur tendais, et ils n'aimaient pas leur propre reflet. P, J'ai bloqué leur numéro. Pas par colère, mais par besoin de paix. J'avais besoin d'espace pour respirer, pour penser sans être bombardé par leur tentative de me ramener dans le rôle qu'ils m'avaient assigné. P, Le silence qui a suivi était profond et réel. Pour la première fois depuis des années, ma maison était vraiment la mienne. P, La solitude aurait pu être un fardeau, mais elle est devenue une compagne. Pourtant, un homme n'est pas une île. Une semaine après avoir coupé les ponts, je me sentais à la fois libéré et un peu à la dérive. J'ai fait ce que j'avais toujours fait dans ces moments-là. Je suis allé au café du village, Le Progrès. P, Je me suis assis à ma table habituelle, dans le coin près de la fenêtre, d'où je pouvais voir la place et les gens qui passaient. J'ai commandé un café noir. L'odeur familière du café torréfié et le murmure des conversations m'ont enveloppé. C'était un réconfort. P, Quelques minutes plus tard, une silhouette s'est arrêtée devant ma table. C'était Marcel, mon plus vieil ami. Nous avions fait les 400 coups ensemble, et maintenant nous passions le plus clair de notre temps à jouer à la pétanque et à refaire le monde sur cette même place. P, « Je peux, Jean-Pierre » a-t-il demandé. P, J'ai fait un signe de tête vers la chaise vide. Il s'est assis lourdement, a commandé un pastis. Nous sommes restés silencieux un moment, regardant la vie suivre son cours dehors. Marcel n'a jamais été un homme qui se précipitait. Il savait attendre. P, « Ça ne va pas » a-t-il finalement dit. Ce n'était pas une question. C'était une constatation. P, J'ai tourné ma tasse de café entre mes mains. La chaleur de la porcelaine était agréable. J'ai hésité. Je n'avais parlé à personne. Mais Marcel était différent. Il ne jugeait pas. Il écoutait. P, On me prend pour un meuble, Marcel, ai-je dit, ma voix un peu rauque. Un vieux meuble sombre et triste qu'on veut repeindre ou jeter. Il a pris une gorgée de son pastis, l'eau devenant trouble au contact de la liqueur anisée. Il a regardé la place, ses yeux plissés par le soleil et les années. P, Il y a des gens qui ne voient pas la valeur du bois, a-t-il répondu lentement. Ils ne voient que la peinture fraîche. Ils ne comprennent pas que c'est le grain, les marques, qui racontent l'histoire. Il s'est tourné vers moi. Son regard était clair. Il n'y avait pas de pitié, seulement de la compréhension. P, Ta maison, ce n'est pas juste des murs et un toit. C'est toi. Et tes meubles, c'est tes racines. Si on te les enlève, on te déracine. P, Ces mots simples ont touché juste. Il avait compris sans que j'aie besoin de tout expliquer. La validation dans sa voix était un baume sur une blessure que je ne savais pas si profonde. Je n'étais pas un vieil homme grincheux et sénile. J'étais un homme qui défendait son histoire. P, Ils ne comprennent pas, ai-je murmuré. P, Bien sûr que non, a dit Marcel en haussant les épaules. Ils sont trop occupés à courir vers l'avenir pour respecter le passé. Pour eux, le passé est un fardeau. Pour nous, c'est une fondation. P, Nous avons parlé encore un peu. de la pétanque, De la sécheresse. Du nouveau maire. Des choses normales. Mais cette conversation initiale avait tout changé. Je n'étais plus seul dans ma décision. Quelqu'un d'autre voyait le monde comme moi. Quelqu'un d'autre comprenait la valeur du bois. P, En rentrant chez moi, je me sentais plus fort. L'allié n'a pas besoin d'être une armée. Parfois, un seul ami suffit. P, Fort de cette nouvelle assurance, j'ai passé à la 3e et dernière étape de ma liste, le château de la Rochette. C'était un petit château local, transformé en musée municipal. Marie et moi adorions nous y promener. Il abritait l'histoire de notre région, des poteries romaines aux outils agricoles du siècle dernier. P, J'ai pris rendez-vous avec la conservatrice, une femme passionnée nommée Madame Dubois. Elle m'a reçu dans son bureau encombré de livres et de cartes. P, Je lui ai expliqué ma proposition.
Je ne voulais pas vendre mes meubles. Je voulais les donner. Le secrétaire de mon grand-père, l'horloge comtoise de la famille de Marie, l'armoire normande que nous avions achetée pour notre mariage. Je voulais qu'ils vivent, qu'ils soient vus et appréciés pour ce qu'ils étaient, des témoins de l'artisanat et de la vie d'une époque révolue. P. Ses yeux se sont illuminés. Elle connaissait ce genre de mobilier. Elle est venue chez moi le jour même. Elle a marché dans mon salon avec un respect presque religieux. Elle a touché le bois, a examiné les assemblages, a posé des questions sur leur provenance. P. C'est magnifique, monsieur. Simplement magnifique. C'est exactement le genre de pièce que nous cherchons pour notre nouvelle exposition sur la vie domestique au XXe siècle dans la région. P. Elle ne voyait pas des objets sombres et tristes. Elle voyait l'histoire. Elle voyait la valeur. P. L'accord a été conclu. Le château enverrait des déménageurs professionnels la semaine suivante. P. La confrontation que j'avais évitée est arrivée sans crier gare. Un samedi matin, j'étais dans mon jardin, en train de tailler mes rosiers, quand une voiture s'est garée brusquement devant ma maison. Philippe et Sophie en sont sortis. Leur visage était tendu. P. Ils n'ont pas frappé. Ils ont essayé d'utiliser leur ancienne clé. Le son du métal heurtant la serrure neuve a été suivi d'un silence surpris. Puis, des coups violents ont retenti sur la porte. P. J'ai posé mon sécateur. J'ai essuyé mes mains sur mon bleu de travail. J'ai marché lentement jusqu'à la porte et je l'ai ouverte. P. Qu'est-ce que c'est que ça? A demandé Philippe en brandissant la vieille clé. Tu as changé les serrures. P. Bonjour, Philippe. Bonjour, Sophie, ai-je dit calmement. Oui, j'ai changé les serrures. P. Ils m'ont bousculé pour entrer. Leurs regards ont balayé le salon. Les espaces vides là où se trouvait l'armoire et le secrétaire étaient béants. P. Mais, où sont les meubles? A balbutié Sophie. P. Tu as été cambriolé? A demandé Philippe, son ton passant de la colère à une sorte d'excitation alarmée. P. Non, ai-je dit. Je n'ai pas été cambriolé. P. J'ai regardé Sophie droit dans les yeux. J'ai répété ses propres mots, sans malice, simplement comme un fait. Papy, tes meubles anciens sont sombres et tristes. P. Elle a rougi. P. Vous aviez raison, ai-je continué. Ils n'avaient plus leur place ici. Alors je leur ai trouvé une nouvelle maison. P. Une nouvelle maison? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu les as vendus? La voix de Philippe était aiguë. L'inquiétude pour moi avait été remplacée par l'inquiétude pour la valeur monétaire. Il valait une fortune. C'était mon héritage. P. Le mot était lâché. Heritage. J'étais donc déjà mort à ses yeux. Un simple gardien de ses futurs biens. P. Non, Philippe, ai-je répondu, ma voix toujours aussi calme. Ils n'étaient pas ton héritage. Ils étaient mon histoire. Et j'ai décidé de la mettre en sécurité, là où elle serait appréciée. Je les ai tous donnés au château de la région pour leur exposition permanente. P. Un silence de mort est tombé. Ils me regardaient comme si j'étais devenu fou. L'idée de donner quelque chose de valeur, plutôt que de le monétiser, était au-delà de leur entendement. P. Tu ne peux pas faire ça, a finalement dit Philippe. P. C'est déjà fait. Les papiers sont signés. P. Je me suis dirigé vers la porte et je l'ai tenue ouverte. Ce n'était pas un geste de colère, mais une simple indication que la conversation était terminée. P. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai des rosiers à tailler. P. Ils sont sortis, abasourdis. Je n'ai pas claqué la porte. Je l'ai refermée doucement. Le clic du pêne s'enclenchant dans la gâche a été le son le plus satisfaisant que j'ai entendu depuis longtemps. P. La maison était différente. Plus vide, c'est certain. Mais elle me semblait plus grande. Plus aérée. La lumière du soleil semblait atteindre des coins qu'elle n'avait jamais touchés auparavant. Ce n'était pas la peinture blanche ou les meubles suédois qui avaient fait entrer la lumière. C'était l'absence du poids des attentes des autres. P. J'ai acheté un fauteuil simple et confortable. Une petite table pour mon café et mes livres. J'ai accroché au mur une vieille carte de la région et une photo de Marie, jeune et souriante, dans ce même jardin. L'espace n'était plus un musée de la vie des autres.
Il devenait le reflet de la mienne. P. Mes rituels ont continué. Le café noir au progrès avec Marcel. La baguette fraîche de la boulangerie. Le travail dans le potager. Mais il n'était plus des habitudes pour tuer le temps en attendant un appel ou une visite. C'était des plaisirs en soi. Des actes qui composaient ma journée, une journée qui m'appartenait entièrement. Je n'étais plus en attente. P. Quelques semaines plus tard, je suis allé au château. L'exposition venait d'ouvrir. Et là, dans une salle magnifiquement éclairée, se trouvaient mes meubles. Ils n'avaient jamais été aussi beaux. L'horloge comptoise était majestueuse. Le secrétaire semblait contenir tous les secrets du monde. Une petite plaque de laiton à côté de l'armoire disait « Don de Jean-Pierre Martin. Témoignage de la vie et du savoir-faire local. » P. Je suis resté là longtemps. Ce n'était pas un sentiment de triomphe. C'était un sentiment de paix. De justesse. Mon histoire n'avait pas été effacée. Elle avait été honorée. Une lettre est arrivée un mois plus tard. L'écriture de Philippe. Je l'ai ouverte sans appréhension. C'était une lettre d'excuse. Court. Maladroit. Il disait qu'il avait réfléchi, qu'il comprenait, qu'il était désolé. Il demandait s'il pouvait passer me voir. Seul. P. J'ai posé la lettre sur la petite table à côté de mon nouveau fauteuil. Je n'y ai pas répondu tout de suite. La porte n'était plus verrouillée par la colère. Mais elle n'était pas grande ouverte non plus. Elle était simplement entr'ouverte. La prochaine personne à la franchir le ferait à mes conditions. P. Le silence n'est pas toujours un signe de faiblesse. Parfois, c'est l'espace dont on a besoin pour entendre sa propre voix. La vraie richesse, ce ne sont pas les choses que l'on possède, mais la dignité que l'on conserve. Et la véritable famille, ce ne sont pas forcément ceux qui partagent votre sang, mais ceux qui respectent votre histoire. J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur mon jardin. C'était beau. Ce n'était ni sombre, ni triste. C'était juste la fin d'une journée. Et la promesse d'une autre, qui serait la mienne. P. Si cette histoire vous a ému, partagez-la. Quelqu'un a besoin de savoir qu'il n'est pas seul.